Yarana et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific Buzz, le podcast des entrepreneurs polynésiens. Pour ce nouvel épisode, nous avons été dans l'une des galeries d'art les plus connues de Tahiti, la galerie Vinclair, pour échanger avec Vaiana, qui mène avec brio cette galerie depuis maintenant plus de 20 ans. Et c'est entouré des magnifiques œuvres de l'artiste Tafeta Nui, qui est exposée au moment de l'enregistrement, que nous nous sommes intéressés au parcours entrepreneurial de Vaiana dans cette industrie unique et si importante au Fénois. Avec elle, nous avons également envisagé les perspectives d'évolution du secteur artistique en Polynésie. Sans plus attendre donc, Pacific Buzz t'amène dans les coulisses de la galerie Vinclair. Vaiana, Yorana, Yorana, merci de nous accueillir dans ce bel espace de ta galerie pour cet épisode des Pacific Buzz. Alors pour justement celles et ceux qui nous entendent et ne nous voient pas, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu cet espace dans lequel tu nous accueilles aujourd'hui ? alors on est à la galerie Vinclair, en plein centre de Papeete, rue Jeanne d'Arc, en face de la cathédrale, donc vraiment dans l'hypercentre de la ville. Et il faut savoir que cette galerie est ouverte depuis 1964, donc c'est la plus ancienne galerie de Papeete. Elle a été fondée par Sandy Winkler, nous avons gardé son nom. D'accord. Et donc vous trouvez un espace de à peu près 50 mètres carrés qui est très animé avec des expositions régulières. On a aussi un atelier d'encadrement, et un espace très vivant. D'accord. Et en ce moment, une exposition de quel artiste du coup ? Alors en ce moment, on expose Tafeta Nui, un jeune artiste talentueux qui expose donc pour la première fois. C'est ce qu'on appelle une expo solo. Donc il s'est lancé avec beaucoup de courage. Issu du Centre des métiers d'art, il a été diplômé en 2018. Il a été ensuite sélectionné l'année dernière parmi trois autres artistes aussi. Sont partis à Paris pour la Cité des Arts. Donc il a passé plusieurs mois là-bas. Et à la suite de cette expérience, il a décidé de présenter sa première exposition et c'est avec nous qu'il a choisi de tenir ce challenge. D'accord. Compte tenu notamment de la réputation de la galerie et de son historique, j'imagine. Disons qu'au niveau de l'art contemporain polynésien, on est assez ouvert à des formes artistiques différentes. Donc les artistes qui sont dans ces démarches-là viennent plus facilement nous voir. D'accord. Alors tu disais la galerie est très ancienne, date des années 60, donc c'est quand même on va fêter ses 60 ans en 2024. Ouais, donc c'est un sacré héritage. Alors toi tu tiens cette galerie depuis quand alors moi je tiens cette galerie depuis 22 ans. 22 ans, donc, d'accord. J'ai acheté cette galerie en avril 2000. Voilà, j'avais fait des études d'art avant cela, à Toulouse. J'ai une maîtrise d'art plastique. Et j'étais revenue, j'ai été prof d'art plastique pendant 2 ans. Voilà, au collège. Et j'ai senti que ce n'était pas forcément ma vocation. Mais j'étais toujours, bien sûr, intéressée par l'art. Donc, j'ai rencontré les anciens propriétaires de cette galerie, Shirley et Michel, qui avaient envie un peu de passer la main. Ils étaient déjà un peu âgés. Et voilà, ils avaient tenu... Shirley, c'était la secrétaire de Sandy Winkler. Donc, elle a tenu pendant longtemps la galerie. Et on s'est bien entendu, et moi, c'est ma passion, donc ça s'est fait un peu tout naturellement. Voilà. D'accord. Mais est-ce que c'était quelque chose qui, pour toi, était un rêve très ancien, d'avoir ta propre galerie ? Ou Absolument pas. C'est pas quelque chose que tu avais envisagé, quoi ? Non, j'avais envisagé de travailler dans le domaine artistique. Maintenant, localement, à l'époque, en fait, on n'avait pas tellement de visibilité sur les métiers artistiques en Polynésie, donc... j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé faire des études d'art de façon un petit peu, sans finalité, j'ai envie de dire. Donc, mes parents sont plutôt scientifiques, donc biologistes marins et diététiciennes, donc rien à voir. Ouais, et donc, j'ai toujours été intéressée par ce milieu. En revenant, le côté professorat a été un petit peu, pas une obligation, mais un chemin tout tracé, parce que c'est souvent dans ce domaine qu'on y arrive quand on a fait des études artistiques. Mais à l'époque, j'avais fait ma première exposition en tant qu'artiste à la Galerie des Tropiques, donc c'était assez rigolo. D'accord, donc toi aussi tu es artiste au-delà d'être galeriste. Quand on sort d'une formation artistique, on a forcément une pratique artistique, parce que dans le domaine de ces études, on doit produire des œuvres artistiques. Donc il y avait forcément une démarche à la base qui m'intéressait, et c'est ça que j'ai exposé pour la première fois à la Galerie des Tropiques. Et donc j'étais dans ce domaine-là, mais je n'avais pas idée un jour de tenir une galerie. Mais j'ai appris sur le tas. Ça s'est présenté comme ça. Voilà. Je n'ai pas fait des études spécifiques pour être galeriste, en fait. Oui, parce que c'est un métier à part entière. C'est un métier à part entière, donc je comprends que
on peut apprendre bien d'autres choses et que moi j'ai eu une base en fait assez théorique voilà, de l'histoire de l'art. Il y a eu plusieurs domaines dans mes études, mais pas du tout spécifiquement à être galeriste. Ok, alors on reviendra un petit peu sur les challenges que cela t'a amené à vivre ces 22 années. C'est ça. Mais du coup, au bout de 22 ans, si tu peux raconter un petit peu qu'est-ce que tu as vécu, comment ces 22 années, est-ce que tu as toujours la passion de l'art? Alors c'est 22 ans de plaisir, hein, j'ai envie de dire, c'est une passion, donc c'est vrai que je suis toujours aussi habitée par ce domaine-là. Maintenant, j'ai pas la même réflexion qu'il y a 20 ans, mais quand j'ai pris la galerie, j'avais 23 ans. Donc vraiment première expérience. Voilà, j'avais des artistes donc, déjà chevronnés, déjà très bien établis sur la scène artistique locale. Donc au départ, on m'a pris un peu... je dirais pas très au sérieux. Pour une amatrice. En plus, je suis arrivée directement avec des expos à thème. Alors là, ça les a beaucoup perturbés. Ils ont dit c'est mon côté scolaire là, qui intervient, mon côté prof. En fait, je les ai un peu dirigés dès le départ. Ils n'avaient pas l'habitude. Non, ils n'avaient pas l'habitude. Mais la plupart de ces expositions, justement, on continue à en faire régulièrement, tous les ans d'ailleurs, elles apportent énormément à l'ensemble et aussi à chaque pratique personnelle parce qu'en fait, ils sont obligés de se dépasser. Je remarque qu'un artiste, c'est quelqu'un de très isolé à la base et qui produit dans son univers, voilà, qui reste dans son univers. Et du moment où on intervient dans cet univers d'une manière ou d'une autre, il y a une perturbation. Mais chaque perturbation est bénéfique. Donc même si ça peut crisser au départ, finalement, ça leur a apporté beaucoup. Et ces échanges nous ont amenés jusqu'à aujourd'hui avec des expos comme l'expo Eco qui s'est terminée juste avant celle-ci, où voilà, on arrive à faire des choses intéressantes sur des thématiques, voilà, avec des fils conducteurs qui permettent à chaque artiste de se dépasser. Donc c'était ça l'idée. Mais le gros challenge en fait en prenant cette galerie, c'était de pouvoir concevoir, de concilier en fait les artistes qui étaient déjà présents dans la galerie, parce que voilà, j'ai pas créé une galerie, j'ai repris un existant. Donc en fait il y avait déjà énormément d'artistes présents. Et en fait, au fil des années, si vous voulez, j'ai un petit peu donné la marque de ce que j'avais envie de présenter. Donc, j'ai pris de nouveaux artistes et on a une vocation plus contemporaine et plus moderne de l'art, de la vision, je dirais, artistique polynésienne aujourd'hui. Effectivement. Est-ce que c'était facile justement de reprendre le relais? C'était quand même déjà une galerie bien établie, avec un nom que tu as gardé du coup compte tenu de ta réputation. Est-ce que c'était facile justement de reprendre la main et d'y mettre ta touche et peut-être d'y mettre l'identité que tu voulais lui donner après? Non, ça n'a pas été facile, mais disons que voilà, j'ai tout de suite adhéré avec les artistes déjà présents et il y a eu une dynamique dès le départ parce que dès le premier mois, j'ai engagé une expo collective à thème, donc ça a donné le ton direct et en fait, j'ai attiré tout de suite d'autres artistes qui ont voulu relever ce challenge et non, ça s'est quand même bien passé. Et j'arrive à concilier les deux parce que en Polynésie, en fait, on ne peut pas se spécifier quand même dans un style artistique. On n'est pas à Paris, voilà. Donc, on est capable à la Galerie Winkler d'exposer un artiste comme Tafé Tanui. Voilà, dans une démarche très contemporaine et par la suite ça n'a aucun, c'est pas du tout péjoratif mais on a Maryse Nogui avec des aquarelles donc beaucoup plus figuratives dans un travail d'aquarelliste classique et qui est magnifique que beaucoup de gens attendent ces expositions. Donc en fait c'est ça qui me plaît, c'est d'avoir réussi à capter l'attention des gens sur des styles et des formes artistiques complètement différentes. Et est-ce que c'est ça l'identité justement de la galerie que tu as essayé, tu as réussi à imposer aujourd'hui là, pour quelqu'un qui, écoutant ce podcast, se dit je vais venir visiter la galerie que je ne suis jamais allé, quelle expérience ils peuvent espérer, quelle identité ils peuvent espérer trouver ici?
Alors en fait, ça va dépendre du moment, parce que c'est vrai que la galerie est tout le temps, je dirais, en mouvement, donc c'est un espace très vivant qu'on modifie tous les 15 jours. Donc il peut y avoir un moment, une exposition comme celle-ci, très contemporaine, et puis la semaine prochaine, une exposition que d'aquarelle. Donc selon le moment où la personne va passer, elle va découvrir des univers différents. Après, je fais aussi des collectives, donc où je vais assembler un petit peu tous les artistes que je représente à l'année. Et là, c'est vrai qu'on va se rendre compte en fait de tous les médiums utilisés et de toutes les techniques qui peuvent être représentées. Et c'est ça qui me plaît, c'est cette richesse. Et je pense que c'est ce que les gens vont aimer découvrir en venant à la galerie. Ouais. Et alors tu disais, forcément on est sur un marché plus petit en termes de complètement possibilités artistiques, on va dire. Est-ce que c'est justement facile de maintenir ce renouvellement permanent, de toujours trouver des nouvelles sources, des nouvelles inspirations, de nouveaux artistes, sans retomber un peu dans une espèce de routine, d'aller chercher un peu toujours les mêmes, etc. Alors en fait, curieusement, on est un tout petit pays avec énormément d'artistes. Donc ça, c'est au mètre carré, il y a de l'art partout, j'ai envie de dire. Hein. Donc c'est quand même un milieu très riche. Et je compare avec des villes françaises de autant d'habitants que Papeete. Bon, des fois, je me dis, dans ces villes-là, je ne vois pas de galerie ou je ne vois pas d'espace. Donc, on est quand même chanceux d'avoir pu créer en fait ces espaces pour tous ces artistes. Donc, voilà, c'est pas le nombre d'habitants qui fait la richesse artistique locale. Je trouve que pour ce qu'on est, il y a énorme, et je trouve que depuis ces dernières années, en fait, ça s'est énormément développé. Le centre des métiers d'art, il fait pour beaucoup. Il y a énormément d'artistes qui sortent du centre des métiers d'art et qui investissent la scène artistique locale de différentes manières. Donc, et ça, c'est nouveau parce qu'il y a 20 ans, en fait, on était dans une autre démarche artistique. Il y a 20 ans, quand j'ai pris la galerie, il y avait énormément en fait, d'artistes voyageurs, j'ai envie de dire, des gens qui venaient donc de l'extérieur avec un bagage artistique très classique. Ils avaient fait les beaux-arts en France, etc., une culture occidentale de l'art, je dirais, et qui venaient soit de passage, soit s'installer en Polynésie avec leur vision artistique de la Polynésie, alors qu'aujourd'hui, on a une nouvelle génération d'artistes locaux en fait, qui ont autre chose à dire et c'est un mélange détonnant en fait. Et qui viennent avec la culture locale aussi et toute l'histoire locale également qui s'exprime. Tout à fait. Et comment se passe, alors pareil, pour revenir sur cette taille de marché, tu disais dans une ville française de taille égale, il n'y a même pas de galerie du tout, et nous on en a plusieurs quand même, je ne sais pas combien il y en a aujourd'hui. Mais alors il y a 3 galeries. 3 galeries, comment ça se passe justement la vie du secteur entre vous? Alors il y en avait un peu plus avant, je trouve que quand j'ai pris en 2000, il y avait 2-3 galeries, 2 même en plus, donc c'est vrai que le marché se porte peut-être pas si bien de ce côté-là, au niveau des structures déjà établies, mais en fait, il y a eu comme un marché parallèle qui s'est créé, c'est-à-dire qu'il y a quand même maintenant beaucoup de visibilité par les réseaux, donc les artistes ne se sentent pas forcément obligés d'exposer dans des lieux comme les galeries, donc ça remet aussi en cause le travail de la galerie, le rôle d'une galerie sur la scène culturelle locale. Est-ce qu'on en a encore besoin? Est-ce que la dématérialisation de l'art va nous amener finalement à n'avoir qu'un site internet et qu'une page Facebook ou Instagram? On peut se poser la question. Moi, je crois que non. Je crois qu'au final, malgré cette boulimie du visuel et de ce qu'on peut voir sur les réseaux, on a toujours besoin de toucher au matériel, de voir les œuvres en vrai, de tourner autour d'une sculpture, de rencontrer un artiste. Voilà, il y a ce côté quand même humain qui doit primer. Mais j'avoue que ce secteur du coup de la galerie d'art en soi traditionnelle, elle prend un petit coup. Alors avec les NFT, n'en parlons pas. Que va-t-on devenir? Mais je vois que les musées s'y mettent, les galeries en France s'y mettent. Donc moi, je jette déjà un œil. Je vous cache pas. J'imagine qu'il faut. On y reviendra, mais il faut s'y préparer. Voilà, il faut s'adapter. Je crois que c'est le maître mot. Effectivement. Voilà, mais c'est pas un secteur facile. Donc aujourd'hui, il y a moins de galeries.
Mais il y a plus d'espaces hybrides qui présentent des œuvres dans des endroits où il peut y avoir autre chose que de l'art, en fait. Hein. Donc, je ne sais pas vers quoi on va aller, mais il faudrait que ça se développe plus, parce que moi, j'ai énormément d'artistes qui se présentent pour exposer, et en fait, nos espaces ne sont pas assez grands, il n'y a pas assez d'espace. Enfin, donc on a besoin de plus d'espace. Ah oui, je lance un appel au gouvernement, s'il pouvait, à un moment donné... s'intéresser à notre secteur, l'art contemporain local, et développer des ateliers pour les artistes. Beaucoup d'artistes, en fait, n'ont pas de lieu pour s'exprimer ou pour créer. Donc là, il y a le Ramani Lab, c'est sûr, à la vallée de la Tipperary, mais ça suffit pas. Ils sont déjà nombreux et ils peuvent pas tous, se rendre dans cet espace. Donc créer d'autres espaces, d'autres ateliers et d'autres lieux d'exposition, parce que c'est pas, je trouve aujourd'hui, à la hauteur du dynamisme artistique, de ce qu'on sent, de l'émergence de tous ces artistes montants. On ne suit pas là. Ouais. Bon, c'est plutôt prometteur, du coup. On dit ça veut dire qu'il y a un vrai. C'est prometteur s'il y a une prise de conscience de la part des autorités à mettre tout ça en avant, parce que c'est un sacré potentiel, même au niveau de l'international. Je veux dire, les gens qui regardent la Polynésie, ils regardent pas seulement les plages et les paysages. Ils veulent de la culture vivante, ils veulent voir de l'art contemporain, ils veulent voir comment on vit dans notre siècle. Donc c'est important de se tourner aussi vers l'avenir. Bien sûr. Ok, super. On va faire une petite pause avant de s'intéresser à ton parcours à toi, et on reviendra sur le futur et tout ce qui nous attend juste après. Nous sommes de retour pour ce nouvel épisode des Pacific Buzz, toujours au sein de la Galerie Vinclair, entourée de ces merveilleuses œuvres de l'artiste Tafeta Nui, c'est ça, exactement, et donc en compagnie de Vaiana, la directrice de la galerie. Alors, Vaiana, tu nous disais, ça fait donc 22 ans déjà que tu tiens cette galerie, le temps passe. Est-ce que tu peux nous dire, au fil de ces 22 années, quelle a été la meilleure leçon que tu aies apprise et quelle a été la pire leçon que tu aies apprise? Alors, la meilleure leçon, c'est que je pense il faut toujours croire en soi. Voilà, depuis le début, j'ai pris des décisions et je les regrette pas aujourd'hui. Donc, non, la meilleure chose, c'est ça, c'est d'avoir confiance en soi. Et je vois qu'un artiste, parallèlement à ce que je fais moi, un artiste qui se donne à fond dans son travail, qui exprime au mieux ses idées, quand il les expose, après ça se passe forcément bien. Voilà, c'est le message que j'ai envie de donner. Il faut aller à fond et croire en soi. Ouais, il faut tenter, quoi. Oui, il faut tenter. Ok. Et la pire leçon, alors? La pire leçon, j'étais peut-être un peu naïve à l'époque, donc je suis peut-être un peu moins aujourd'hui, mais bon, après on donne sa confiance à beaucoup de personnes et c'est pas forcément judicieux. Voilà, donc j'ai pu me tromper plusieurs fois, ou j'ai pu blesser aussi plusieurs fois, mais c'est la vie, c'est comme ça. Je regretterai rien. Alors justement sur ce point-là, comme tu disais, les artistes sont des gens qui sont dans leur univers, dans leur monde, et ça peut être du coup des fois assez complexe de communiquer, d'échanger, de leur imposer des contraintes, etc. Comment toi tu navigues pour maintenir cette relation depuis si longtemps avec tous ces artistes, pour en même temps qu'ils te fassent confiance et en même temps que justement tu puisses de temps en temps leur dire non, pas ci, pas ça, ou etc. et avoir cette collaboration depuis si longtemps? C'est difficile parce que justement plus on a d'artistes, plus on a du mal en fait à se connecter avec chacun. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Après, chaque artiste a son caractère. Donc il y en a qui sont plus voués à communiquer avec moi, d'autres restent beaucoup en retrait et aiment vivre dans ce rythme-là. Donc en fait, moi, je force personne. J'essaye en fait de m'adapter au caractère de chacun et aux attentes qu'ils ont par rapport à la galerie. Après, ils sont tous différents. Donc certains vont vouloir un accompagnement plus personnel, alors que d'autres mettent une barrière beaucoup plus rapidement. Donc ça dépend. Ça revient à l'adaptabilité dont tu parlais tout à l'heure. C'est vraiment faut s'adapter d'un côté l'artiste, de l'autre côté le public, en même temps le marché.
C'est quand même un secteur assez complexe finalement à gérer. En fait, on est entre plusieurs univers. C'est ça, le rapport aux visiteurs, au public, à la clientèle, le rapport à l'artiste. Voilà, on met plusieurs casquettes quand on est galeriste, ça c'est sûr. Et alors justement, là on vient de parler côté artiste, mais côté public, parce que en tant que galeriste, ton objectif c'est aussi de faire vendre quand même. Derrière, c'est un business malgré tout, dans le bon sens du terme, bien évidemment. Donc comment tu gères ta relation avec le public, comment tu les aides dans leur choix, tout en peut-être en incitant à l'achat. Enfin, comment ça se passe cette relation-là? C'est pas comme si on va acheter une voiture ou quoi que ce soit. C'est quand même assez particulier. Complètement. Alors peut-être ça c'est aussi mon bagage, je dirais, artistique, puisque ayant été un petit peu artiste quelque part, j'arrive à parler des œuvres facilement, à rentrer dans l'univers des artistes facilement. Et lorsque j'ai un client devant moi, en fait, et c'est là, je pense qu'ils apprécient, c'est que je suis très, comme on dit, cash, comme on dit, très franche. Voilà, je vais orienter la personne quand je sens qu'il a besoin de telle ou telle chose ou qu'il peut s'ouvrir à autre chose. Voilà, je vais être direct avec lui et sans forcément pousser à la vente pour vendre l'œuvre la plus chère. Voilà, moi, mon but, en fait, c'est curieux de dire ça, mais c'est pas le côté commercial qui me fascine, en fait. C'est vraiment l'approche artistique et la manière, en fait, dont le public va la percevoir. Donc, lorsque je vends une œuvre à un client, en fait, mon plus grand plaisir, c'est de voir la joie de l'acheteur et de se dire, il a un petit bout de cet artiste chez lui, et ça va au-delà de l'aspect commercial, en fait. Ça crée une relation entre l'artiste et le public, finalement. Ça crée la relation avec l'artiste et le public, et depuis le temps, en fait, ça crée une relation entre le public et la galeriste, parce qu'ils font confiance aussi dans le choix des artistes que j'expose. Donc, j'ai quand même des clients réguliers qui viennent à la galerie. Pour donner un petit je dirais, aspect technique, on a quand même pratiquement plus de 90% d'acheteurs locaux. Donc c'est pas la clientèle touristique qui fait vivre la galerie Winkler, ce sont les habitants de la Polynésie. C'est plutôt une bonne chose, du coup. C'est-à-dire qu'il y a une vraie réceptivité à l'art local. C'est ça. Et en plus, ça permet de se dire qu'il y a encore une niche à découvrir et une niche à exploiter, parce que ces touristes, en fait, de passage, j'en vois quand même qui sont très intéressés par l'art, mais comme ils ne sont pas très bien avertis de ce qui se passe en Polynésie, on les trouve un peu par hasard. Mais si on avait un vrai axe culturel fort qui indique des espaces de création et visible dans des centres comme Papeete, on aurait peut-être plus de retours de ce côté-là. Effectivement. Alors tu nous disais, après la partie vente, c'est effectivement plus une conséquence que l'objectif, c'est qu'il faut que ça tourne pour que derrière tu puisses continuer ce métier. Mais tu me disais tout à l'heure, c'est que toi qui gère la galerie. Exactement. Explique-nous un peu qu'est-ce que ça veut dire en termes de travail, parce qu'on ne se rend peut-être pas compte que ce qu'il y a derrière, c'est la beauté de tout ça. Alors je travaille avec un encadreur, Naya, avec qui je travaille depuis 22 ans. D'accord. Donc c'est un très très bon collaborateur. Je le remercie tous les jours de son travail, parce que je ne pourrais pas faire sans lui. Donc la galerie, en fait, a aussi un atelier d'encadrement. Donc Naya fait de l'encadrement, mais il ne fait pas que ça. Il m'aide à installer les expositions. Il faut savoir qu'un artiste, quand il porte son travail, il n'est pas forcément présentable, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut soit mettre les œuvres sur châssis, soit les travailler de manière à qu'elles soient le plus mises en valeur possible. Donc tout ce travail de préparation, on le fait, et c'est aussi un accompagnement pour l'artiste, de se sentir, il ne vient pas avec... je veux dire, la galerie, c'est pas un espace locatif où l'artiste vient déposer. Non, il y a un vrai accompagnement et une vraie mise en valeur des œuvres au mieux qu'on puisse faire. Donc on est deux à faire ça, et après on fait tout, on fait le ménage, on s'occupe des réseaux sociaux. Waouh, quelle histoire! Parce que je peux vous dire qu'il y a 20 ans, ça n'existait pas tout ça, et qu'aujourd'hui, en plus de ce qu'on faisait, il faut nourrir Instagram, nourrir Facebook. J'ai l'impression de nourrir mes poissons tous les jours.
C'est une charge de travail aussi. Là, c'est hyper prenant, hyper prenant, mais ça prend énormément de temps. Et puis bon, comme on disait au départ, ça aussi, ce sont des métiers à part entière. Donc l'idéal pour moi serait d'avoir quelqu'un qui s'occupe de la communication, quelqu'un qui de pouvoir en fait déléguer quelques secteurs. Peut-être qu'on irait plus loin. Peut-être que je suis seule, donc évidemment je fais en fonction de mes capacités et elles sont limitées forcément, donc je fais au mieux. Voilà. Et c'est un peu toujours le challenge de l'entrepreneur que de trouver le bon moment pour en se disant là je vais dépenser mais ça va m'apporter. Oui. Mais est-ce que je prends pas un risque? Et ce genre de décisions sont toujours un peu difficiles à prendre. C'est ça. Ouais, effectivement. Et alors justement, au cours de ces 22 années, passées à la tête de cette galerie, à tout faire, de la scénographie jusqu'au ménage, est-ce qu'il y a des sacrifices que tu as dû faire? Est-ce qu'il y a des décisions que tu as dû prendre qui n'ont pas été simples pour justement assurer la survie de la galerie? Comment ça s'est passé? Les sacrifices, je dirais, au niveau familial, c'est sûr que tout le monde est plongé dans mon histoire. Ma famille a été largement mise à contribution de ma passion, donc peut-être que des fois ils en ont marre, mais non, je le vis pas comme un sacrifice. En fait, j'ai l'impression que j'étais née pour faire ça, donc il fallait que je le fasse, et j'ai encore plein de projets, plein d'idées, donc au-delà de la galerie, donc c'est bien. Ouais. Et ça te maintient l'envie de continuer, comme tu disais tout à l'heure. Oui, parce qu'en fait, on se rend compte dans ce milieu, je pense que dans tous les milieux d'ailleurs, il faut se donner des objectifs, il faut se donner des rêves, des projets autres. Il ne faut pas rester cantonné à faire ce qu'on sait faire jusque-là. Voilà. Moi, je suis toujours curieuse de découvrir d'autres choses et de faire avancer la machine, comme on dit. Ouais, moi j'imagine que ça fait partie du métier, de toute façon, cette curiosité pour aller justement chercher les nouveaux artistes. Et ça, c'est tout le temps, c'est 24 heures sur 24, quand on y réfléchit, qu'on élabore un projet, ça peut prendre des années à aboutir, mais quand c'est là, on sait que ça va arriver, quoi qu'il arrive. Et justement, comment tu distribues ton temps entre tout ça? Combien de temps tu passes à aller chercher d'autres artistes, si c'est toi qui le fais, peut-être qu'ils viennent d'eux-mêmes? Alors en général, combien de temps tu passes à faire la scénographie? Comment tout ça se distribue? Alors en fait, la galerie elle est ouverte du lundi au samedi, donc je travaille du lundi au samedi, voilà, déjà. Donc pendant tout ce temps-là, entre les clients qui passent, je travaille sur la prochaine exposition, sur les projets à venir, sur toute une mise en place. Ça se fait en fait au cours de la journée, tous les jours, pour faire progresser la galerie et son environnement. Alors une question que je pose de temps en temps dans ce podcast pour essayer de voir un peu l'envers du décor. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as peut-être jamais osé ou voulu partager en public par rapport sur ces 22 années d'expérience, une anecdote ou quelque chose que tu dis c'est tant mieux si les gens ne le sachent pas et que tu pourrais partager avec nous? Alors là, c'est une bonne colle, j'en sais rien du tout. J'ai toujours dit que je pourrais écrire un livre à la suite de mon parcours, parce que j'ai tellement eu d'anecdotes à la galerie en rapport aux artistes et au public, parce que j'ai eu des scènes quand même assez incroyables. Donc ça. Alors par exemple, sans citer de nom. Il y a eu une expo HTJ, donc un artiste qui sculpte des planches de surf, je me rappelle, et le jour de son montage, c'était comme on monte un mercredi, et j'ai eu en fait des gens qui étaient sur un yacht et qui sont venus voir, je ne sais pas comment on appelle ce genre de personnes, et qui sont venus voir pour un grand collectionneur russe notamment. Et ce monsieur a craqué pour la plus grosse œuvre de l'expo, et du coup on a dû faire l'emballage à 18h la veille de l'inauguration, et ça partait en jet privé à Moscou le soir même. Donc en fait j'ai fait une ouverture sans l'œuvre principale qui a été vendue la veille, donc c'était rigolo, c'était marrant de voir. Il a fallu s'adapter, j'imagine. Voilà, et oui.
C'était plutôt une bonne histoire, ça, parce que du coup, tout le monde... Ah ben, il y a toujours des bonnes histoires, je ne vais pas vous raconter les mauvaises, voyons. Ah bah si, nous on cherche les mauvaises, justement, c'est toujours intéressant. Ouais, non. Non, ça reste non, il n'y a pas de mauvaise. Non, mais en plus, il n'y a rien qui me vient de mauvais, a priori, donc c'est bon signe. Oui, hein, voilà. Signe, effectivement, c'est qu'il y a toujours une solution à tous les problèmes. C'est que du plaisir, voilà. Ok, ça marche. Et ben, on va faire une deuxième pause dans cet épisode avant de regarder un petit peu vers le futur. Et nous sommes de retour pour cette troisième et dernière partie de l'épisode des Pacific Buzz en la Galerie Vinclair, toujours avec Vaiana. Alors Vaiana, on va regarder un petit peu vers le futur et il est tradition dans ce podcast de poser 3 questions directes et tu vas me répondre juste optimiste, pessimiste, on rentrera dans le détail après. Donc première question, ton avenir personnel, optimiste, pessimiste? Optimiste. L'avenir de ta galerie? Optimiste. L'avenir du Fénois? Optimiste. Ok, super. Alors, sans souvent, détour. Il n'y a pas de réserve. Oui. Sans détour. Alors pourquoi optimiste sur les 3 justement? Dis-nous un peu. Alors la première, c'était quoi déjà? Pourquoi? Pour moi, parce que tout va bien et que j'ai d'autres projets en cours, donc optimiste, voilà, il faut toujours voir le côté positif des situations. Donc non, tout va bien se passer. Ok, pour la galerie? Alors pour la galerie, écoutez, on a passé de très bonnes années, là, contrairement à ce qu'on pense, le Covid. Ouais, malgré la pandémie. Vous voyez, pendant la pandémie, on a très bien fonctionné, donc c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que les gens sont restés un petit peu chez eux et ont regardé leur environnement peut-être comme ils ne l'avaient jamais regardé jusque-là. Enfin, ils l'avaient peut-être oublié. Donc, ils ont rénové leur maison. Ils se sont un petit peu recentrés sur leur base, leur maison et ce qui va avec. Du coup, on a été très sollicités par les collectionneurs. J'avoue que maintenant, on risque de passer une phase un peu plus délicate. Oui, parce qu'ils ont trop acheté. Voilà, et puis maintenant, ils vont vouloir voyager, aller à l'extérieur. Donc, je pense que la crise, pour nous, ça va plutôt être maintenant, en fait. Voilà. D'accord. Mais bon, on en a passé d'autres, donc on sait que ça reviendra. Oui, bien sûr. Okay. Et l'avenir du Fénois, alors ? Alors l'avenir du Fénois, moi je mise sur cette jeunesse parce que quand je vois la modernité, le dynamisme artistique local, je ne peux pas croire que ça se passe mal. Voilà, il faut absolument aller vers l'avant et tous ensemble surtout. Ouais, effectivement. Alors tu parlais en tout début de cet épisode justement de toutes ces nouveautés qu'on voit dans le monde de l'art, notamment les fameux NFT qui sont un peu à la mode. Et c'est vrai qu'on a pu voir beaucoup d'artistes locaux qui se lancent là-dedans avec apparemment beaucoup de succès. Donc comment toi tu anticipes un peu ces évolutions du monde de l'art et cette digitalisation assez importante maintenant de l'art justement? Comment toi tu anticipes ça? Comment tu vois ton rôle dans cette évolution à un horizon 5 à 10 ans? C'est ça. En fait, je m'y suis intéressée en août l'année dernière, donc c'est très récent, quand j'ai vu que ces NFT commençaient à s'intéresser au milieu de l'art et aux musées, enfin aux grandes institutions, je dirais, internationales. Donc, en plus, après, j'ai fait une exposition d'un artiste qui s'appelle Chronos, qui est un des rares artistes à avoir lancé ces NFT récemment. Donc déjà, pendant l'exposition, on avait pensé à cette possibilité, mais en fait, il n'était pas encore prêt techniquement à les sortir, mais l'idéal aurait été de les sortir en même temps que l'expo. Donc là, lui, il va réexposer au mois de fin novembre, début décembre, avec un autre artiste en duo, et donc je les ai déjà avertis, moi je veux des NFT dans la galerie. Hein. Donc voilà, pour vous dire, donc, on veut être dans la tendance, on veut être dans l'air du temps, voilà, on mettra des écrans, il n'y aura pas que ça, mais de manière à introduire en fait cet élément dans l'univers artistique polynésien, il faut commencer à le faire. Donc là, j'ai la chance d'avoir cet artiste qui est dedans et qui peut aller jusque-là. Après, il y en a d'autres qui n'osent pas encore, ou bon, c'est particulier. Hein. Et puis, jusqu'à présent, ça reste pas du tout, je dirais, comment on dit... je trouve, pour l'instant, de ce que je vois sur les NFT, sur Twitter, etc., il n'y a pas de règles. C'est encore trop...
volatile, c'est anarchique, c'est-à-dire que tout le monde tout et n'importe quoi peut se vendre sous ce biais-là. Et je pense que ça, c'est le début et qu'on va arriver, si les galeries, si les musées, si le monde en fait artistique s'y intéresse aujourd'hui, ça veut dire que demain, il va y avoir une plus grande, je dirais, sélection et une plus grande catégorisation des œuvres, des NFT qui, pour moi, vont apporter de la plus-value à ce médium. Parce que pour l'instant... on ne peut pas dire que ça soit... C'est mode découverte. Là, pour l'instant, c'est de l'expérimentation, j'ai envie de dire. Mais pour toi, les galeries ont un vrai rôle à jouer dans cette évolution, cette révolution, même peut-être on peut l'appeler, je pense, de l'art digital. Oui, je pense qu'il y en a qui vont même se spécifier dedans, et qui vont trouver leur voie. Localement... nous, on essaiera toujours de s'adapter. Donc, on va présenter des artistes qui sont prêts à rentrer dans cet univers, et puis on présentera d'autres artistes qui n'y sont pas du tout sensibles. Donc, on ne va pas devenir une galerie vouée ni has-been, ni totalement peut-être dans l'air du temps, je ne sais pas. Mais il faut trouver un équilibre. Un trait d'union entre tout ça. C'est ça, c'est le grand écart. C'est pas simple. Et alors, dans ce cadre-là, pour sortir de la partie purement tech, mais tu disais la scène artistique locale est très vivante depuis quelques années et semble aller dans cette direction-là. Complètement. Vers quelle direction, justement, tu penses que l'art local va évoluer? Est-ce que c'est plus d'art contemporain? Est-ce que c'est plus retour vers les pratiques traditionnelles? Est-ce que c'est un mélange des deux? Comment tu vois les choses évoluer en termes de tendance? Moi, je vois plutôt vers l'art contemporain, nettement. Et je trouve que la révolution en fait, artistique locale s'est jouée sur l'accès à Internet. En fait, c'est ça qui a tout bouleversé dans le monde artistique local. C'est l'arrivée d'Internet en Polynésie. Ça a ouvert des voies incroyables. La plupart des Polynésiens n'ont pas les moyens d'aller étudier l'art à Paris, à New York ou même en Nouvelle-Zélande. Donc le fait de pouvoir accéder aux visites virtuelles des musées, à avoir cette richesse qu'on peut découvrir de son salon, ça a énormément fait bouger les lignes. Et ça a permis à beaucoup de Polynésiens de s'ouvrir au monde artistique. Donc, moi, avec un gros mélange d'influences. Avec un gros mélange d'influences. Et je pense que dans notre rôle dans le Pacifique, on a beaucoup de cartes à jouer. On est même, pour l'instant, on est en retard par rapport aux Hawaïens, aux Néo-Zélandais, notamment, parce qu'ils ont ils ont une plus grosse capacité que nous, un plus gros marché, mais ils sont bien en avant. Ils font des biennales, ils font des festivals quand même grands, intéressants. Et nous, on reste encore limité, mais j'y crois. Et tu penses que cette évolution de l'art, justement, vers plus de contemporain, va aussi influencer plus généralement la culture locale et impacter la façon dont on envisage la culture locale et peut-être plus de la faire fusionner finalement avec l'époque dans laquelle on vit? Oui, en fait, quand on parle d'art contemporain, il faut savoir que c'est à la base un questionnement de la société, un questionnement dans le monde dans lequel on vit. C'est ça qu'il faut entendre par art contemporain. C'est comment se situer aujourd'hui en tant que Polynésien dans cette mondialisation, dans ce monde qui évolue chaque jour autour de nous. Donc on a une place et un rôle à jouer. Et qu'est-ce qu'on a envie de dire? Qu'est-ce qu'on a envie d'exprimer sur... Donc là, j'ai quelqu'un qui rentrait ce matin en voyant ce travail de Tafetanui, qui est un jeune artiste polynésien, et qui me disait « Oh là là, c'est bien sombre ». Il voit la Polynésie de façon très sombre. J'ai dit « Oui, peut-être que c'est comme ça que ça peut être perçu, mais c'est des questionnements qui sont louables, et se dire que la pollution plastique de nos océans nous impacte et qu'un artiste soit capable de le décrire dans son œuvre, c'est important. Peut-être que tout le monde le sait, mais le fait que l'artiste en parle, c'est aussi, ça fait partie du rôle de l'artiste aussi. C'est un questionnement à chacun de dire voilà ce que je vois. Bien sûr, voilà, c'est pas...
peut-être qu'on a vu que le beau côté de la carte postale jusque-là et que on est un peu étonné maintenant de voir des artistes présenter des choses un peu plus dures. Mais ça ne veut pas dire que tout est noir. Voilà, il faut faire la part des choses. Mais c'est important de donner plusieurs points de vue et plusieurs axes, quoi. Et je pense que l'art contemporain polynésien, ça va être dans l'avenir, ça sera notre questionnement par rapport à notre situation géographique, géopolitique, et puis aussi notre ancrage dans le Pacifique, parce qu'il y a plein de choses à voir aussi autour de nous, hein, et à se connecter avec ces autres univers. Et à s'interroger. Tout à fait. Ouais. Tant qu'il y a de la création, il y a de l'espoir. Exactement. Ouais. Alors du coup, dans ce contexte-là, la Galerie Vinclair dans 10 ans, c'est quoi ? À quoi elle ressemble ? La Galerie Vinclair dans 10 ans. Eh bien, écoutez... C'est toujours avec toi ? On pourrait agrandir un peu, non ? Ça sera toujours avec moi. Si c'est pas que avec moi, il y aura une équipe peut-être plus ouverte. Voilà, il y aura peut-être pas que moi dans 10 ans. J'espère trouver des partenaires qui vont continuer à faire vivre cette galerie autour de moi, oui, aussi, mais pas que moi. Donc plus une communauté que... Voilà, c'est ce que j'aimerais créer. Ok, super intéressant. Et pour toutes celles et ceux, et ça va être ma dernière question, toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être artistes ou passionnés d'art ou entrepreneurs mais intéressés par le monde de l'art, si tu avais une idée ou une pensée que tu aimerais partager avec eux, quelque chose que tu voudrais planter dans leur esprit aujourd'hui pour que ça mûrisse dans le futur, qu'est-ce que tu aimerais leur dire ? Pour les entrepreneurs, on cherche des mécènes, hein, on cherche des personnes qui soient capables d'investir dans ces milieux artistiques, soit par des locaux, des choses, des partenariats comme ça sur des événements qui peuvent ouvrir leurs portes à des événements artistiques. Ça, vraiment, je les invite à se poser la question sur rendre l'art accessible à tous et le faire entrer dans des lieux peut-être un petit peu insolites. Donc, et pour les artistes, là, forcément, je leur dis de continuer à créer, de continuer à exister et surtout d'être optimiste sur l'avenir. Ok, on terminera là-dessus, c'est un beau message. Vaiana, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Avec plaisir. Et bonne continuation du coup à toi et à ta galerie. Merci. Voilà, c'était donc le nouvel épisode des Pacific Buzz enregistré avec Vaiana à la Galerie Vinclair à Papeete, une entrepreneure de passion qui tâche de participer activement à l'expression artistique des créateurs du Fénois et qui a l'œil pour identifier les tendances à venir. Le secteur de l'art, avec les changements technologiques en cours, est en pleine évolution à l'image de notre monde. Et il est donc fondamental pour nos artistes locaux, qui expriment les rêves, les espoirs et les peurs de notre communauté, de bénéficier d'espaces qui œuvrent pour les mettre en valeur, comme le fait Vaiana. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux, à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. Je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, un ou une nouvelle entrepreneur. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt. Nana!